L'horloge numérique sur la table de nuit indiquait 2h47 lorsque les yeux d'Austin Lamb s'ouvrirent. Pas de réveil, pas de bruit, juste l'horloge interne que 16 ans dans le corps des Marine Force Recon avait définitivement installée dans son système nerveux. Il resta immobile dans l'obscurité de sa chambre, écoutant les bruits familiers de la maison qui s'installait, le bourdonnement distant du réfrigérateur en bas, le murmure du vent contre les fenêtres. 6 mois, c'était le temps écoulé depuis l'enterrement de Nathalie, 6 mois depuis qu'il avait stood dans la pluie, regardant descendre sa femme dans la terre tandis que son père, Douglas Hendricks, se tenait à 9 mètres de distance sous un parapluie noir, sans jamais regarder Austin ou son petit-fils, Charlie. 6 mois de parentalité solo, à préparer le petit déjeuner et les déjeuners, à aider aux devoirs et à faire semblant que tout allait bien quand un garçon de 10 ans demandait pourquoi grand-papa Doug ne venait plus les voir. Austin avait rencontré Nathalie à un événement de charité pour vétérans à Boston. 11 ans plus tôt, elle y était bénévole. Il était en train de quitter le service actif, essayant de comprendre ce qu'un opérateur de Force Recon pouvait faire dans le monde civil. Elle lui avait souri par-dessus une table de manteaux et de sacs de couchage donnés, et quelque chose dans sa poitrine s'était déplacé. 3 mois plus tard, ils étaient mariés lors d'une petite cérémonie à laquelle son père avait assisté avec une désapprobation évidente. Douglas Hendricks avait bâti un empire immobilier à travers la Nouvelle-Angleterre et il avait clairement fait comprendre que sa fille pouvait trouver mieux qu'un marine sans diplôme universitaire et avec un compte d'épargne qui ne couvrirait pas la compte pour une voiture décente. Mais Nathalie s'en moquait. Elle avait hérité de la gentillesse de sa mère Catherine et rien du calcul froid de son père. Elle travaillait comme assistante juridique, faisait du bénévolat à l'école de Charlie et transformait leur modeste maison en banlieue du Connecticut en un vrai foyer. Quand Charlie était né, Austin avait tenu son fils et fait une promesse silencieuse que cet enfant aurait l'enfance qu'Austin n'avait jamais eue. Stable, sûr et aimanté. Puis vint l'accident. Sur la route 7, tard dans la nuit, des routes verglacées, la voiture de Nathalie avait dévié dans un ravin. La police avait dit qu'elle roulait trop vite pour les conditions, peut-être distraites. Austin avait identifié son corps et organisé ses funérailles dans un brouillard de chagrin. Charlie avait pleuré jusqu'à s'endormir chaque soir pendant 2 semaines. Douglas Hendricks était apparu aux funérailles avec sa femme Catherine, qui avait pleuré ouvertement, mais Douglas était resté impassible. Quand Austin avait essayé de lui parler ensuite, l'homme plus âgé avait simplement dit « Nous vous contacterons pour les arrangements » et était parti. Les arrangements étaient arrivés via l'avocat de Douglas, Jonathan Bullock. 2 semaines plus tard, Douglas voulait établir un calendrier de visite avec Charlie. Austin avait accepté, espérant que cela pourrait être bon pour son fils d'avoir ses grands-parents impliqués. Mais après 3 dîners dominicaux tendus au domaine des Hendricks à Greenwich, Charlie avait demandé s'il pouvait arrêter d'y aller. « Grand-papa Doug ne me parle pas », avait dit Charlie. Il reste assis là à me regarder bizarrement et il lui avait posé des questions sur Austin qui avait su déclencher des alarmes d'Asia. Mais Austin avait rangé cela dans un coin, se concentrant sur le passage de chaque jour. Il avait pris un emploi comme consultant pour une entreprise de sécurité, un travail ennuyeux à examiner des protocoles et rédiger des rapports, mais qui payait les factures et lui permettait d'être à la maison quand Charlie descendait du bus scolaire. Maintenant, allongé dans l'obscurité à 2h47, Austin sentit quelque chose changer dans la qualité du silence. Son corps se raidit, chaque sens s'aiguisant. Là, un léger bruit de grattement à l'arrière de la maison, la porte qui menait de la cuisine à la cour arrière, d'un mouvement fluide. Austin roula hors du lit, sa main atteignant déjà le SIG Sauer P226 qu'il gardait dans la table de nuit. Il se dirigea vers la porte de la chambre, écoutant un autre bruit, le clic doux de la porte de la cuisine qui se fermait, puis des voix, à peine des murmures, 4 séries de pas. Il pouvait les distinguer par le poids et la démarche, trop lourd, trop léger. Se déplaçant de la cuisine au salon, l'esprit d'Austin devint froid et clair. Comme toujours sur le terrain, Charlie dormait à l'étage dans sa chambre, directement au-dessus de la chambre principale d'Austin au rez-de-chaussée. Les intrus étaient entre Austin et les escaliers. Mauvaise position tactique. Mais il ne savait pas qu'il était réveillé et il ne savait pas qui il était. Il entr'ouvrit la porte de sa chambre d'1 centimètre. Le salon était sombre. Mais il distinguait 4 formes se déplaçant avec la confiance maladroite d'amateurs essayant d'être professionnels. Ils portèrent des vêtements sombres et des masques de ski. L'un tenait ce qui ressemblait à un pied de biche. Un autre une batte de baseball. Les 3e et 4e avaient tous deux des armes de poing, les tenant de côté comme s'ils avaient appris à tirer dans des films. Austin attendit.
La patience était la vertu d'un tireur d'élite, et il avait passé des années en planque à attendre le moment parfait. Les 4 hommes se dispersèrent, 2 se dirigeant vers les escaliers, 2 vers sa chambre. Alors, Austin jaillit par la porte de sa chambre, couvrant la distance jusqu'à l'intrus le plus proche en 3 enjambées. L'homme au pied de biche commença à se tourner, mais le genou d'Austin s'enfonçait déjà dans son ventre. Le pliant en 2, un coup de coude tranchant à la base du crâne. Et l'homme s'effondra comme un sac de béton. Le 2e homme, celui à la batte, balança sauvagement. Austin se baissa dessous, se releva à portée de l'intrus et enfonça sa paume dans son nez. L'os craqua, l'homme hurla et trébucha en arrière, et Austin balaya ses jambes, l'envoyant s'écraser sur la table basse. « Contact !» cria l'un des tireurs. Levant son pistolet, Austin était déjà en mouvement. Utilisant le corps tombant de l'homme à la batte comme couverture, le tir partit à côté. Perçant le mur, Austin combla la distance, piégea la main armée du tireur et la tordit vivement. Un autre hurlement, le bruit d'os cassé. Austin arracha l'arme et tira 2 balles au centre de la masse. Le 4e intrus, l'autre tireur, avait atteint les escaliers. Il se tourna, tirant sauvagement. 3 coups. Tout et à gauche, Austin s'agenouilla, visa sa cible et pressa 2 fois. L'homme bascula en arrière sur les 3 marches qu'il avait gravies. Silence. Odeur de poudre. Le rythme cardiaque d'Austin stable. Sa respiration contrôlée. Il vérifia les corps. Le premier homme, celui au pied de biche, était encore vivant, mais inconscient. Le 2e, nez cassé, geignait et essayait de ramper vers la porte. Les 2 tireurs étaient morts. Austin attacha les survivants avec des colliers de serrage qu'il gardait dans le tiroir à bric-à-brac de la cuisine, puis vérifia l'horloge du micro-ondes. 7 minutes. Papa. Charlie se tenait en haut des escaliers en pyjama Spider-Man, les yeux écarquillés de terreur. Austin se dirigea rapidement vers les escaliers, bloquant la vue de son fils sur le salon. « Hé, mon grand, tout va bien. Retourne dans ta chambre et verrouille la porte. Tout est en ordre. J'ai entendu des coups de feu. Je sais, mais tu es en sécurité. Je suis en sécurité. Va dans ta chambre, verrouille la porte. Et je monte dans 1 minute. Tu peux faire ça pour moi. » Charlie hocha la tête, des larmes sur les joues, et disparut dans le couloir. Austin entendit le clic du verrou. Il sortit son téléphone et appela le 911. Donna l'adresse, expliqua qu'il y avait eu une invasion de domicile, puis il passa un 2e appel. Douglas Hendricks répondit à la 4e sonnerie, sa voix pâteuse de sommeil. « Qui est-ce » ? « C'est Austin. » Une pause. « Il est 3 heures du matin. Vos hommes ont échoué, » dit Austin calmement. « Tous les 4, 2 sont morts, 2 sont vivants. Et nous allons bientôt parler à la police. Vous voulez réessayer ?» La ligne se coupa. Austin se tenait dans son salon entouré de sang et de meubles brisés et sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas aléatoire, c'était délibéré, planifié, et il n'y avait qu'une seule personne qui avait une raison de vouloir lui et Charlie morts. La question était pourquoi. La police arriva 14 minutes plus tard, sirènes hurlantes. Le détective Anthony Sharp, un homme corpulent dans la 50aine aux yeux gris perçants, prit en charge la scène. Austin avait déjà emmené Charlie chez les voisins, leur demandant de le garder là. Le garçon tremblait, posant des questions auxquelles Austin ne pouvait pas encore répondre. À 5 heures du matin, les corps étaient chargés dans des ambulances, les survivants dans des voitures de police. Sharp s'assit face à Austin à la table de la cuisine, un enregistreur entre eux. « Racontez-moi encore une fois », dit Sharp. Austin répéta l'histoire. Réveillé à 2h47, entendu des intrus, défendu lui-même et son fils contre 4 attaquants, 2 armes à feu, 2 armes contondantes. 7 minutes du premier contact à la sécurisation de la scène, Sharp l'étudia, 16 ans dans la force Récon. « Oui, monsieur, vous tuez des gens pour vivre, puis vous rentrez chez vous et en tuez 4 de plus dans votre salon. » Le ton de Sharp était neutre, mais Austin entendit la question sous-jacente. « J'ai protégé mon fils, » dit Austin posément. « Ils ont forcé l'entrée de ma maison armée. Le Connecticut a la doctrine du château. J'avais tout droit légal de défendre ma propriété et ma famille. Je ne remets pas ça en question, » dit Sharp. « Je me demande pourquoi 4 hommes ont forcé l'entrée de votre maison à 3 heures du matin. Vous avez des ennemis ?» Austin pensa à Douglas Hendricks, à l'appel téléphonique, à l'enterrement de Nathalie et à la distance froide dans les yeux de son père. « Peut-être, » dit Austin prudemment. Sharp se pencha en arrière. « Les 2 survivants ne parlent pas encore, mais nous les identifierons bientôt. Si quelque chose vous revient, quelqu'un qui pourrait vous vouloir mort. Appelez-moi. » Il glissa une carte de visite sur la table. Après le départ de la police,
Austin appela Roman Prince, son ancien sergent de peloton des Marines. Roman avait pris sa retraite dans le New Hampshire, dirigeait une petite école de survie en nature et était l'une des rares personnes en qui Austin avait une confiance absolue. « Frère », répondit Roman d'une voix rocailleuse, « tu sais l'heure qu'il est? J'ai besoin d'une faveur ?» Le ton de Roman changea instantanément. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Austin expliqua. À la fin, Roman resta silencieux un long moment. « Tu penses que le beau-père a commandé un assassinat? Je sais qu'il l'a fait. Pourquoi? C'est ce que j'ai besoin de découvrir. Peux-tu surveiller Charlie pendant quelques jours? Je ne veux pas qu'il soit ici, et je ne veux pas que quiconque sache où il est. Je fais déjà mon sac, dit Roman. Je serai là dans 3 heures. Pendant qu'il attendait, Austin nettoya le sang du sol de son salon et pensa à Douglas Hendricks. L'homme avait 63 ans, self-made. Valant plus de 50 millions de dollars, il avait commencé avec un seul immeuble à Hartford et bâti un empire par des acquisitions agressives et des pratiques commerciales impitoyables. Austin avait entendu des histoires de Natalie sur les méthodes de son père, intimidation, procès, rumeurs occasionnelles de liens avec le crime organisé, bien que rien n'ait jamais été prouvé. Mais rien de tout cela n'expliquait pourquoi Douglas voudrait la mort de son propre petit-fils. À moins que, Austin descendit au sous-sol, vers les boîtes qu'il avait emballées après la mort de Nathalie, ses vêtements, ses livres, ses dossiers de travail du cabinet d'avocat où elle avait été assistante juridique. Il avait prévu de les trier un jour, mais n'en avait pas eu la force. Il trouva son ordinateur portable dans la 3e boîte. Avec des dossiers de ces derniers mois, elle travaillait sur quelque chose. Il se rappelait rentrer tard, la trouver distraite. Quand il avait demandé, elle avait dit que c'était un gros dossier, ne pouvait pas en parler. L'ordinateur était protégé par un mot de passe. Austin essaya sa date de naissance, celle de Charlie. Leur anniversaire de mariage, rien, puis il essaya Force Récon, suivi de leur date de mariage. L'écran se déverrouilla, le bureau de Nathalie était organisé avec une précision militaire. Dossiers étiquetés par client et date. Austin défila, cherchant quelque chose du mois précédant sa mort. La plupart étaient routiniers, clôtures immobilières, disputes contractuelles, planification successorale, puis il trouva un dossier simplement étiqueté DDH, Douglas David Hendricks. À l'intérieur, des documents scannés, des relevés bancaires, des photos de réunions. Austin ouvrit le premier PDF et commença à lire. Nathalie avait enquêté sur son père. Les documents montraient un schéma de transactions financières entre Hendricks Real Estate Holdings et une société écran aux îles Caïmans. De grosses sommes transférées offshore, puis revenus comme investissement via ce qui ressemblait à des entreprises légitimes. Blanchiment d'argent, pensa Austin. Mais il y avait plus, des photos de Douglas rencontrant un homme que Nathalie avait étiqueté DW dans ses notes. Devon Wilkins. Austin reconnut le nom, le partenaire commercial de Douglas, l'argent silencieux derrière plusieurs de leurs plus gros deals. Et il y avait des emails. Nathalie avait en quelque sorte accédé à la correspondance de son père. Austin les lut, sa mâchoire se serrant. Douglas et Devon menaient une arnaque. Ils achetaient des propriétés dans des quartiers en déclin, forçaient les locataires à partir par intimidation et infractions fabriquées, puis rénovaient et vendaient à des profits énormes. Les emails discutaient de locataires problématiques et de solutions. Un langage clairement codé, un email de 8 mois plus tôt fit froid dans le dos à Austin. L'affaire Richardson a été gérée. Il ne sera plus un problème. Austin chercha Richardson, trouva un article de presse de la même semaine. Anthony Richardson, un organisateur de locataires de 60 ans qui avait lutté contre l'immobilier de Hendricks sur les conditions des bâtiments, trouvé mort dans son appartement, jugé comme une crise cardiaque. Nathalie avait souligné une phrase dans ses notes. Papa l'a appelé une crise cardiaque. AR était un coureur de marathon, en bonne santé, sans antécédents. Elle avait su. Nathalie avait découvert que son père était un criminel, peut-être un meurtrier, et elle collectait des preuves. La dernière entrée dans ses dossiers datait de 3 jours avant sa mort. Rendez-vous avec Jonathan Bullock demain. Il dit qu'il peut t'aider. Dois être prudente. Papa ne doit pas savoir. Jonathan Bullock. L'avocat de Douglas. Nathalie était-elle allée le voir pour de l'aide, ou Bullock avait-il dit à Douglas ce que sa fille prévoyait? Austin s'assit en arrière, les pièces s'assemblant. L'accident de Nathalie n'était pas un accident. Douglas avait tué sa propre fille pour protéger son empire, et maintenant, il voulait tuer Austin et Charlie parce que Nathalie pourrait avoir dit quelque chose à Austin. Parce que Charlie était une fin lâche, parce que le garçon hériterait de ce que Nathalie avait laissé derrière, y compris ses dossiers, et Douglas ne pouvait pas risquer cela. La sonnette retentit,
Austin attrapa son arme, vérifia à la fenêtre. Roman Prince se tenait sur le porche, un sac de voyage sur l'épaule. Austin le fit entrer. Roman jeta un regard au visage d'Austin et dit « Quoi que tu aies trouvé, c'est mauvais, c'est pire que mauvais ?» dit Austin. « Ma femme a été assassinée, son père l'a commandée, et il vient d'essayer de nous faire tuer, moi et mon fils. » Pour couvrir ça, l'expression de Roman se durcit. « Qu'est-ce que tu as besoin ? J'ai besoin que Charlie soit en sécurité, et j'ai besoin de mettre fin à ça. » Défini mettre fin, Austin pensa aux emails, aux preuves, à la voix froide de Douglas au téléphone. « Je vais le faire payer pour Nathalie, pour avoir essayé de tuer mon fils. Pour tout, je suis avec toi, » dit Roman sans hésiter. « Tout ce dont tu as besoin. » Charlie rentra avec les voisins à 7 heures du matin. Austin fit le sac de son fils, expliquant que Charlie partait en camping avec oncle Roman pour quelques jours. Charlie, encore secoué par la nuit, n'argumenta pas. Il serra Austin fort à la porte. « Les méchants vont revenir, » murmura Charlie. « Non, » promit Austin, « ils ne reviendront pas, et je vais m'assurer que personne n'essaie plus jamais de te faire du mal. » Après leur départ, Austin passa 2 appels, le premier à un ancien contact de l'agence qui lui devait une faveur, le second au bureau de Jonathan Bullock pour demander un rendez-vous. Il avait des questions, et l'avocat de Douglas Hendricks allait y répondre. Les bureaux de Bullock & Associates occupaient le 14e étage d'une tour de verre au centre-ville de Hartford. Austin arriva à 10 heures, vêtu d'un costume et portant une mallette. La réceptionniste, une jeune femme au maquillage parfait et au sourire professionnel, lui demanda d'attendre. Jonathan Bullock apparut 15 minutes plus tard. Il était au début de la cinquantaine, grand et mince avec des cheveux argentés et une poignée de main un peu trop ferme. Le genre d'homme qui mesurait la dominance par de petits gestes. « Monsieur Lamb, » dit Bullock, « j'ai été surpris de recevoir votre appel. Entrez. Je vous prie. » Le bureau de Bullock était tout en bois sombre et cuir. Le genre d'endroit conçu pour intimider. Des fenêtres du sol au plafond surplombaient la ville. Des diplômes de Yale pendaient au mur à côté de photos de Bullock serrant la main à des gouverneurs et des sénateurs. « J'apprécie que vous me receviez si vite, » dit Austin en s'installant dans le fauteuil face au bureau massif de Bullock. « Bien sûr, bien que je doive dire, vu les circonstances, » Bullock s'interrompit délicatement. « J'ai entendu parler de l'incident chez vous. Une affaire terrible. 4 hommes ont forcé l'entrée de ma maison pour me tuer et tuer mon fils. J'appelle ça plus que terrible. » L'expression de Bullock vira à une sympathie pratiquée. « En effet, la police a-t-elle des pistes ? Pas encore. Mais moi si... » Austin ouvrit sa mallette, sortit des copies des documents qu'il avait trouvés sur l'ordinateur de Nathalie. Il les posa sur le bureau, observant attentivement le visage de Bullock. L'avocat baissa les yeux, et pendant une fraction de seconde, Austin vit une reconnaissance scintiller dans ses yeux avant que le masque professionnel ne reprenne place. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Bullock. « Dites-le-moi, ma femme les avait sur son ordinateur. Selon ses notes, elle est venue vous voir pour de l'aide 3 jours avant sa mort. Que voulait-elle ? Monsieur Bullock ?» Bullock se leva, marcha vers la fenêtre. « Le secret professionnel m'empêche de discuter de toute réunion que j'aurais pu avoir avec Nathalie. Elle est morte. Le secret survit aux clients, dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, mais pas quand il y a des affaires légales en cours qui pourraient affecter d'autres clients. » Bullock se tourna pour faire face à Austin. « Je suis désolé pour votre perte, Monsieur Lamb. Nathalie était une jeune femme brillante, mais je ne peux pas vous aider. » Austin se leva aussi, comblant la distance entre eux. De près, il pouvait voir une fine couche de sueur sur la lèvre supérieure de Bullock, malgré la climatisation. « Laissez-moi vous dire ce que je pense qu'il s'est passé, » dit Austin doucement. « Je pense que Nathalie a découvert que son père dirigeait une entreprise criminelle. Je pense qu'elle est venue vous voir en espérant que vous l'aideriez, peut-être parce qu'elle vous faisait confiance ou parce qu'elle était naïve sur vos loyautés. Et je pense que vous avez tout dit à Douglas. » La mâchoire de Bullock se serra. « C'est une accusation grave. 2 jours après qu'elle vous ait rencontré, ma femme est sortie de la route sur une voie qu'elle avait empruntée 100 fois. Drôle de coïncidence. Les routes sont dangereuses. Les accidents arrivent. Pas aux conducteurs expérimentés par des nuits claires. J'ai vérifié les rapports météo. Il faisait sec cette nuit-là. Pas de glace, pas de brouillard. » Austin se pencha, mais il y avait autre chose. Le rapport d'accident notait que ses conduites de frein paraissaient usées. L'enquêteur pensait que c'était cohérent avec l'âge de la voiture. « Mais j'ai entretenu cette voiture moi-même 2 semaines avant sa mort. Les freins étaient parfaits. Le visage de Bullock avait pâli. « Si vous suggérez, je ne suggère rien. Je vous dis que Douglas a fait assassiner ma femme.
Et hier, il a envoyé 4 hommes pour finir le boulot en me tuant et en tuant son petit-fils. 2 de ces hommes sont vivants et parlent à la police en ce moment. Combien de temps pensez-vous avant que l'un d'eux lâche Douglas? Avant qu'il commence à vous regarder comme complice. Sortez de mon bureau. Austin ramassa ses papiers. Vous savez ce qui est intéressant sur le secret professionnel. Il ne vous protège pas si vous avez commis un crime. Quand tout cela sortira, et ça sortira, vous aurez un choix. Vous pouvez couler avec Douglas ou vous sauver. Il déposa une carte de visite du détective Sharp sur le bureau de Bullock. Réfléchissez-y. Dehors, Austin s'assit dans sa voiture et appela l'ancien contact de l'agence, un homme nommé Francis Donahue, qui dirigeait maintenant une firme d'investigation privée. « J'ai besoin de surveillance sur 2 personnes », dit Austin. « Douglas Hendricks et Jonathan Bullock. Tout, où ils vont, qui ils rencontrent, ce qu'ils disent, pour toi, déjà sur le coup, dit Francis. J'ai tiré des dossiers publics après ton appel. Hendricks est sale comme pas permis. Tu veux le dossier complet? Tout ce que tu peux trouver? Donne-moi 48 heures. La prochaine étape d'Austin fut le département de police de Greenwich. Il demanda le détective Sharp. On le fit attendre 30 minutes avant que le détective n'apparaisse. « Monsieur Lamb, je ne m'attendais pas à vous voir si vite. Vos suspects ont-ils parlé ?» Sharp le mena à une petite salle de conférence. L'un d'eux, Lester Garrison, un exécuteur de bas étage, travaille pour une équipe de New Haven, dit qu'ils ont été engagés pour un job. Ne savait pas qui était la cible jusqu'à y être. Qui les a engagés? Dit qu'il a traité avec un intermédiaire. Nous le traquons. Sharp s'assit en avant. Mais voici ce qui est intéressant. Garrison dit que le job venait avec une instruction spécifique. Faire passer ça pour un vol raté, vous tuer l'enfant, rendre ça salissant. Qui veut qu'une invasion de domicile paraisse salissante? Quelqu'un qui veut envoyer un message ou quelqu'un qui n'est pas un professionnel? Sharp étudia Austin. Vous avez dit que vous pourriez avoir des ennemis. Il est temps de me dire qui. Austin prit une décision. Il avait besoin des forces de l'ordre de son côté, mais il ne pouvait pas risquer qu'il bouge de trop vite et effraire Douglas avant qu'Austin n'ait toutes les pièces en place. Mon beau-père, Douglas Hendricks. Mais je n'ai pas de preuves encore. Les sourcils de Sharp se levèrent. Le promoteur immobilier, c'est une accusation grave. Je sais, c'est pourquoi je ne la fais pas officiellement. Pas encore. Austin glissa les documents de Nathalie sur la table. Ma femme l'enquêtait quand elle est morte. Je pense qu'elle a trouvé quelque chose et que c'est pourquoi elle est morte. Sharp passa 25 minutes à lire les papiers. Quand il leva les yeux, son expression était sombre. C'est préliminaire, circonstanciel, mais c'est suffisant pour ouvrir une enquête. Vous parlez de blanchiment d'argent, possiblement de meurtre. Je parle d'un homme qui a tué sa propre fille et a ensuite essayé de tuer son petit-fils. J'ai besoin de temps pour rendre le dossier étanche. Tant pourquoi? Austin croisa son regard. Pour obtenir justice? Sharp resta silencieux un long moment. Je suis flic depuis 26 ans. J'ai vu beaucoup de mauvais hommes s'en sortir parce que nous ne pouvions pas faire coller le dossier. Si Hendricks est ce que vous dites, nous devons faire ça bien. Mais monsieur Lamb, Sharp se pencha en avant, vous ne pouvez pas prendre la loi en main. Gérer ça, je le ferai. Austin mentit. Je veux juste que mon fils soit en sécurité et que le tueur de ma femme soit derrière les barreaux. Après avoir quitté le poste de police, Austin se rendit à une unité de stockage en périphérie de Hartford. Il l'avait louée des années plus tôt, y gardant certains objets de séjour chez les Marines qu'il ne pouvait se résoudre à jeter, équipements, arms, outils d'un métier qu'il pensait avoir laissé derrière. Il passa 2 heures à faire l'inventaire, à planifier. Quand il eut fini, il avait tout ce dont il avait besoin. Son téléphone vibra. Un texto de Francis. Trouvez quelque chose? Appelle-moi. Austin composa. Francis répondit immédiatement. Hendricks vient d'acheter un billet d'avion, dit Francis. Charter privé pour les Caïmans. Départ demain à 18 h de l'aéroport du comté de Westchester. Il fuit. On dirait aussi, ton ami Bullock a visité Hendricks à son domaine il y a 1 heure. Ils ont eu ce que mon lecteur sur lèvres décrit comme une conversation animée. Bullock est parti l'air effrayé. Austin sourit froidement. Bien, continue de les surveiller. Je veux savoir chaque mouvement qu'ils font. Ce soir-là, Austin appela Roman. Charlie riait en fond et le son fit mal à la poitrine d'Austin. Comment va-t-il? Demanda Austin. Bien, un gamin résilient. Nous construisons un abri dans les bois. Il a des instincts naturels. Il tient ça de sa mère? Austin pausa. J'ai besoin que tu le gardes là quelques jours de plus. Les choses bougent plus vite que prévu. Tu obtiens justice ou vengeance? Les deux. Roman resta silencieux. Sois prudent. Frère,
La ligne entre les deux peut devenir floue. La ligne a disparu quand ils ont essayé de tuer mon fils. Après avoir raccroché, Austin revit son plan. Douglas pensait pouvoir fuir, se cacher au Caïman jusqu'à ce que les choses se calment, peut-être utiliser son argent et ses connexions pour faire disparaître les problèmes. Mais il ne comprenait pas à quoi il avait affaire. Austin avait passé 16 ans à traquer les hommes les plus dangereux du monde dans les endroits les plus dangereux. Suivre un promoteur immobilier corrompu jusqu'à un aéroport était un jeu d'enfant. Demain, Douglas Hendricks apprendrait que l'on ne peut pas fuir son passé et que l'on ne peut pas échapper aux conséquences d'avoir assassiné la femme d'Austin Lamb. L'aéroport du comté de Westchester était petit, servant principalement des charters privés et des jets d'entreprise. Austin arriva à 16 heures, 2 heures avant le départ prévu de Douglas. Il avait passé la matinée à faire des arrangements, à mettre les pièces en mouvement. Maintenant venait la fin de partie. Il se gara sur le parking longue durée et se dirigea vers le terminal privé. La sécurité était minimale, un seul garde à l'entrée. Plus concentré sur son téléphone que sur le contrôle des arrivants, Austin portait un costume et une pochette en cuir, ressemblant en tout point à un homme d'affaires venant prendre un vol. À l'intérieur, le terminal était calme. Une poignée de voyageurs assis dans la zone d'attente moelleuse. Austin trouva un siège avec une vue claire sur l'entrée et le tarmac au-delà où un petit Gulfstream était préparé pour le vol. À 17h30, une Mercedes noire s'arrêta à l'entrée. Douglas Hendricks en sortit, suivi de Catherine, sa femme. Elle paraissait frêle. Confuse, Douglas avait une main sur son coude, la guidant vers l'entrée du terminal. Donc, il emmenait Catherine, probablement pour les apparences, ou peut-être parce que la laisser derrière paraîtrait trop suspect. Austin ressentit un soupçon de pitié pour la femme. Elle avait toujours été gentille avec Nathalie, avec Charlie. Quoi que Douglas ait fait, Catherine ne connaissait probablement pas toute l'étendue. Austin attendit jusqu'à ce que Douglas passe l'entrée, puis se leva et marcha directement vers lui. Douglas le vit et s'arrêta net, son visage blanchi, puis rougit. « Bonjour, Douglas », dit Austin calmement. Catherine regarda entre eux, sentant la tension. « Austin, que fais-tu ici ?»« Je suis venu voir ton mari partir en voyage, » dit Austin. « Nous avons des affaires inachevées. » Douglas reprit son sang-froid. « Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais les hommes que tu as envoyés pour tuer moi et Charlie sont en garde à vue. » Austin interrompit. « L'un d'eux parle, a donné l'intermédiaire ce matin. L'intermédiaire donne son client en ce moment même. Vous voulez deviner qui c'est ?» La main de Douglas se serra sur le bras de Catherine. Elle grimaça, se dégagea. « Doug, de quoi parle-t-il ?»« Il délire, » dit Douglas. « Le stress de l'invasion de domicile. Le stress d'apprendre que tu as assassiné Nathalie, » dit Austin. Sa voix était toujours calme, conversationnelle, mais des têtes se tournaient dans le terminal. Le stress de savoir que tu as envoyé 4 hommes pour assassiner ton propre petit-fils. Catherine haleta. « Non, Doug, dis-lui que ce n'est pas vrai. » Le masque de Douglas craqua, son visage se tordit de colère et de peur. « Tu ne peux rien prouver ? Tu n'es personne avec une théorie du complot ?» Austin fouilla dans sa pochette et sortit une épaisse enveloppe. Le détective Sharp du PD de Greenwich n'est pas d'accord. Ni l'unité des crimes financiers du FBI. Vois-tu, il s'avère que quand on commence à enquêter sur le blanchiment d'argent via des sociétés écrans au Caïman, le gouvernement fédéral s'intéresse beaucoup, surtout quand il y a des preuves de meurtre attachées. Il tendit l'enveloppe à Catherine, elle l'ouvrit de main tremblante, sortit des copies des documents que Nathalie avait compilés. Son visage s'effondra en lisant « J'ai dû protéger ce que j'ai bâti », dit Douglas, et maintenant sa voix tremblait. Nathalie allait tout détruire. Elle ne comprenait pas. Elle comprenait parfaitement, dit Austin. Elle comprenait que son père était un criminel, et elle allait t'exposer. Donc tu l'as tué ? La voix de Catherine se brisa. Tu as tué notre fille ? Je n'avais pas le choix. Le contrôle de Douglas se brisait. Elle allait tout ruiner. Des décennies de travail. C'était ta fille. Catherine hurla, attirant tous les regards dans le terminal. 2 gardes de sécurité commencèrent à se diriger vers eux. Douglas attrapa à nouveau le bras de Catherine, essaya de la tirer vers la sortie. « Nous partons maintenant. » Austin se mit sur son chemin. « Tu ne vas nulle part. Dégage de mon chemin ou quoi ? Tu me feras tuer. Déjà essayé ça ? Ça n'a pas bien tourné pour tes aides embauchées ?» La main de Douglas se dirigea vers la poche de sa veste. Austin le vit, reconnut le mouvement. Arme. Il bougea par pur instinct, comblant la distance. Piégeant la main de Douglas, avant que l'arme ne sorte de la poche, il tordit vivement le poignet de Douglas. L'homme plus âgé cria, et un petit revolver calibre 38 claqua au sol.
Les gardes de sécurité arrivèrent, mains sur leurs propres armes. Tout le monde s'arrête. Austin leva les mains, recula. Cet homme vient d'essayer de sortir une arme. Je me défendais. Douglas serrait son poignet, son visage violet de rage et de douleur. Il m'a attaqué. Je veux qu'il soit arrêté. Les gardes paraissaient incertains. D'autres voyageurs enregistraient sur leur téléphone. Catherine se tenait figée, tenant encore les documents, des larmes coulant sur son visage. Puis le détective Sharp entra dans le terminal, badge levé, suivi de 2 officiers du PD de Hartford et de 2 agents fédéraux en costume sombre au nationalisant Douglas Hendricks, dit Sharp. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de meurtre, blanchiment d'argent et une douzaine d'autres charges que les fédéraux comptent encore. Austin avait appelé Sharp avant de venir à l'aéroport, lui avait expliqué le plan. Sharp avait été réticent, mais quand Austin avait expliqué que Douglas essaierait probablement de fuir et pourrait être armé, le détective avait accepté d'être là en renfort. Les agents fédéraux avancèrent, menottant Douglas tandis que Sharp lui lisait ses droits. Catherine fut escortée vers une chaise par l'un des officiers qui lui parla doucement. Expliquant ce qui se passait, elle continuait de secouer la tête, les papiers de l'enquête de Nathalie éparpillés au sol autour d'elle. Douglas regarda Austin tandis qu'on l'emmenait. « Tu penses avoir gagné ? J'ai les meilleurs avocats de l'État. Je serai dehors dans 24 heures. »« Peut-être, » dit Austin. « Mais tu n'iras pas aux Caïmans aujourd'hui, et tes avocats ne peuvent ne pas t'aider avec ce qui vient ensuite. » Les yeux de Douglas se plissèrent. « De quoi parles-tu » Austin sourit. « Tu le découvriras. » Tandis qu'on emmenait Douglas, Sharp s'approcha d'Austin. « C'était imprudent. Il aurait pu te tirer dessus. Ce n'est pas un tueur lui-même, juste un homme qui paie d'autres pour faire son sale boulot. » Austin regarda la Mercedes être remorquée. « Vous avez assez pour faire coller les charges entre ce que vous avez donné et ce que nos comptables légistes trouvent ? » ?»« Oui. »« Plus. Garrison a craqué ce matin. Nous a donné nom, dates. Toute la chaîne. Votre beau-père risque 20 ans à perpétuité. Et Jonathan Bullock. » L'expression de Sharp s'aigrit. « Un salaud glissant. Il prétend qu'il ne connaissait pas toute l'étendue des activités de Hendricks, qu'il fournissait juste des conseils légaux. Nous y travaillons, mais il pourrait s'en sortir. » Austin s'y attendait. Les hommes comme Bullock avaient toujours des voies d'échappement. Qu'en est-il du coup sur moi et Charlie ? Pouvez-vous le connecter directement à Douglas ? L'intermédiaire, Enrique Powers, dit qu'il a traité avec un homme plus âgé et bien habillé qui a payé en liquide. Garrison dit que Powers lui a dit que le client voulait que ça ressemble à un vol. C'est mince, mais combiné à tout le reste avec le mobile. Sharp haussa les épaules. Le procureur pense que nous pouvons le faire coller. Catherine Hendricks s'approcha d'eux, son visage ravagé par les larmes. « Monsieur Lamb, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas ce que Douglas avait fait. » Austin l'a cru. Catherine avait toujours paru déconnectée des affaires de son mari, contente de gérer leur maison et son travail de charité. « Je sais, Madame Hendricks. »« Natalia. » La voix de Catherine craqua. « Mon bébé ? Il a tué mon bébé ?» Austin n'avait pas de mots pour ça. Il avait passé 6 mois à se noyer dans ce même chagrin. Tout ce qu'il put faire fut hocher la tête. « Charlie, » dit soudain Catherine, « est-il en sécurité ?»« Douglas. »« Charlie est en sécurité ? Il est avec un ami quelque part où Douglas ne le trouvera jamais. » Catherine hocha la tête, sembla se replier sur elle-même. Un officier la guida vers une voiture, expliquant qu'ils avaient besoin qu'elle réponde à des questions. Elle partit sans protester. Brisée, Austin récupéra sa voiture et rentra chez lui tandis que le soleil se couchait. La maison était calme, vide et... Il se tint dans le salon où il avait tué 2 hommes pour protéger son fils et sentit le poids des 2 derniers jours s'installer sur ses épaules. Son téléphone sonna. « Roman, vu les nouvelles, » dit Roman. « Ils appellent ça l'arrestation de l'année, magnat immobilier accusé de meurtre. C'est juste le début. Charlie veut te parler ?» Il y eut un froissement, puis la voix de son fils. « Papa, tu as eu le méchant ?»« Oui, mon grand, je l'ai eu. Il ne peut plus nous faire de mal. Quand est-ce que je peux rentrer ? Bientôt. Quelques jours de plus. J'ai besoin de m'assurer que tout est sûr. D'accord ? Une pause. Papa, je t'aime. » La gorge d'Austin se serra. « Je t'aime aussi, Charlie. Plus que tout. » Après l'appel, Austin s'assit dans l'obscurité et pensa à la vengeance et à la justice et à la ligne entre elles. Douglas était en garde à vue, risquant la perpétuité, mais ce n'était pas assez, pas pour Nathalie, pas pour les cauchemars de Charlie, pas pour les 6 mois de mensonges. Son téléphone vibra. « Un texto de Francis Donahue. Trouver autre chose ? Tu dois voir ça demain. » Austin répondit «
Première heure, il avait le sentiment que l'histoire n'était pas terminée. Le bureau de Francis Donahue occupait l'étage supérieur d'un entrepôt converti à New Haven. Austin arriva à 8 heures pour trouver l'investigateur l'attendant avec du café et un ordinateur portable. « Avant que je te montre ça, dit Francis, je dois te prévenir, c'est mauvais, pire que mon beau-père commandant des assassinats, un mauvais différent. » Francis tourna l'ordinateur vers Austin. Sur l'écran, un relevé bancaire pour un compte au nom d'un fidéicommis, le fidéicommis Charles Lamb. Austin fronça les sourcils. « Je ne comprends pas, je n'ai pas créé de fidéicommis pour Charlie. Nathalie l'a fait 3 mois avant sa mort, a mis 5 millions dedans avec toi comme fiduciaire et Charlie comme bénéficiaire à ses 18 ans. » Francis afficha un autre document. L'argent vient de la famille de sa mère. Apparemment, le père de Catherine était de l'ancien argent du Connecticut. Lui a tout laissé à sa mort. Elle en a donné la moitié à Nathalie il y a des années. Je savais pour l'héritage de Catherine, mais pas que Nathalie avait créé un fidéicommis. Austin étudia les chiffres. 5 millions mettraient Charlie à l'abri pour la vie. Paierait l'université, lui donnerait de la sécurité. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Parce qu'elle le cachait à son père? Francis ouvrit un autre fichier. Regarde ça, email entre Nathalie et l'avocat du fidéicommis. Elle a spécifiquement instruit que Douglas ne pouvait pas savoir pour l'argent. Elle craignait qu'il trouve un moyen de le contester ou de le bloquer en bataille légale. Austin lut les emails. Nathalie avait été méticuleuse, créant le fidéicommis via un cabinet différent de Bullock & Associates, utilisant un avocat à Boston sans lien avec le réseau de Douglas. « Il y a plus », dit Francis. Douglas a découvert le fidéicommis 2 semaines avant la mort de Nathalie. Comment? Jonathan Bullock. Il n'était pas aussi ignorant qu'il prétend. Regarde, Francis afficha plus d'emails, ceux-là de Bullock à Douglas. Ils étaient codés, Prudence, mais le sens était clair. Bullock avait informé Douglas du fidéicommis, de l'enquête de Nathalie, de ses plans pour l'exposer. Ce fils de pute, dit Austin doucement, ça empire. Il y a aussi une police d'assurance vie, encore 5 millions avec Charlie comme bénéficiaire. Combiné au fidéicommis, Charlie hérite de 10 millions. Mais voici le piège. Si toi et Charlie mourrez tous les deux, l'argent revient à la succession de Nathalie, ce qui signifie qu'il va à Douglas comme parent le plus proche. Les pièces s'assemblèrent avec une clarté écœurante. C'est pourquoi il nous voulait tous les deux morts, pas juste pour couvrir le meurtre de Nathalie. Il voulait l'argent. 10 millions, c'est un gros mobile. Austin s'assit en arrière, digérant. Sharp sait-il ça? Je lui ai envoyé ce matin, il l'apporte au procureur. Ça renforce le dossier de manière significative, montre un mobile financier clair en plus de tout le reste. Le téléphone d'Austin sonna. « Sharp. Nous devons parler, » dit le détective. « Les découvertes de votre investigateur viennent de porter ça à un tout nouveau niveau. Nous ajoutons fraude financière et tentative de fraude successorale aux charges. Nous émettons aussi un mandat pour l'arrestation de Bullock. Les emails prouvent qu'il n'était pas juste un observateur passif. Bien, il y a autre chose. » Hendricks essaie de sortir sous caution. Son avocat argue qu'il n'est pas un risque de fuite. Mais vu qu'il essayait littéralement de fuir le pays quand nous l'avons arrêté, je ne pense pas que le juge achètera. Audience de caution demain à 10 heures. J'y serai. Austin raccrocha et regarda Francis. Autre chose que je devrais savoir. Francis hésita. Une chose. L'accident de ta femme. J'ai fait vérifier le rapport de police par un gars. Les preuves physiques. Les conduites de frein n'étaient pas juste usées. Elles étaient coupées délibérément, professionnellement, faites pour ressembler à de l'usure. Les mains d'Austin se serrèrent en poing. Qui l'a fait? Ne peut pas dire pour sûr, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Devon Wilkins, le partenaire de Hendricks. Il possède un garage à Hartford, emploie un mécanicien nommé Barry Vaughn, qui a fait de la prison pour agression et a des liens avec la mafia. 2 jours avant l'accident de Nathalie, Vaughn a pris un jour personnel, sans explication. Tu penses que Wilkins a commandé le coup pour Douglas? Je pense que ça vaut la peine d'enquêter. J'ai de la surveillance sur Wilkins maintenant. S'il contacte Vaughn, ou si Douglas essaie de le joindre, nous le saurons. Austin pensa à Devon Wilkins. Il l'avait rencontré 2 fois, à des événements familiaux, l'avait trouvé glissant et calculateur. S'il avait aidé Douglas à assassiner Nathalie, il était tout aussi coupable. Continue de creuser, dit Austin. Je veux tout. L'audience de caution le lendemain matin se tint au tribunal supérieur de Hartford. Austin s'assit dans la galerie, regardant Douglas Hendricks traîner les pieds, en combinaison orange. L'homme paraissait diminuer, plus vieux. Catherine s'assit du côté opposé de la salle d'audience, refusant de regarder son mari, l'avocat de Douglas.
Un homme bien habillé nommé Arnold Fuller plaida sa cause. Son client était un pilier de la communauté, n'avait jamais eu d'ennui avec la loi, avait des racines profondes au Connecticut. Les charges étaient basées sur des preuves circonstancielles et le témoignage de criminels de carrière cherchant des accords. La procureure, une femme nommée Jacqueline Whittaker, détruisit méthodiquement chaque argument. Elle présenta les dossiers financiers, les déclarations de témoins, les emails de Bullock. Elle expliqua l'angle de l'héritage, le fidéicommis de 5 millions et la police d'assurance vie. Elle détailla l'enquête de Nathalie et la nature suspecte de sa mort. Votre honneur. Conclut Whittaker, Douglas Hendricks a assassiné sa propre fille pour protéger son entreprise criminelle et pour accéder à son argent. Il a ensuite tenté d'assassiner son gendre et son petit-fils pour la même raison. Cet homme n'est pas seulement un risque de fuite, nous l'avons arrêté littéralement en train d'essayer de monter dans un avion pour les Caïmans. Il est un danger pour quiconque menace sa liberté ou sa fortune. L'État demande qu'il soit détenu sans caution. Le juge, une femme sévère dans la soixantaine, n'hésita pas. La caution est refusée. Monsieur Hendricks sera placé en détention provisoire en attendant le procès. Le sang-froid de Douglas se brisa enfin. Il se leva en criant « C'est un complot ?» Cet homme, il pointa Austin. « Il m'a attaqué. Il essaie de voler l'argent de ma fille. » Le juge frappa son marteau. « Monsieur Hendricks, asseyez-vous et taisez-vous, ou j'ajouterai outrage à vos charges. » Tandis qu'on emmenait Douglas, il verrouilla son regard sur Austin. La rage était pure, non diluée. Austin le fixa en retour, sans cligner, jusqu'à ce que les gardes tirent Douglas par la porte. Dehors, sur les marches du tribunal, Whittaker s'approcha d'Austin. « Merci pour votre coopération. Les preuves que vous avez fournies ont été inestimables. Sera-ce suffisant? Nous l'avons sur blanchiment d'argent et complot. Les charges de meurtre seront plus dures à prouver. La mort de Nathalie a été jugée accidentelle, et rouvrir ça nécessite de nouvelles preuves. Mais les découvertes de votre investigateur sur les conduites de frein pourraient en suffire. Nous exhumons son corps demain pour vérifier d'autres signes de full play. » L'estomac d'Austin se noua à cette pensée, mais il hocha la tête. « Tout ce qu'il faut. Il y a une chose de plus, » dit Whittaker. « Nous avons arrêté Jonathan Bullock ce matin. Il essaye déjà de négocier un accord. » Quel genre d'accord? Témoignage complet contre Hendricks en échange de charges réduites. Nous n'avons pas encore accepté, mais... Elle haussa les épaules, sa coopération pourrait sceller le dossier. Austin y pensa. Bullock témoignant signifierait que Douglas n'avait pas d'échappatoire, mais ça signifiait aussi que Bullock pourrait s'en sortir avec une punition minimale pour son rôle dans la mort de Nathalie. Ne le laissez pas s'en tirer facilement, dit Austin. Il savait ce qu'il faisait. Je ferai de mon mieux. Cet après-midi-là, Francis appela à nouveau. Wilkins est en mouvement, a conduit au garage où Vaughn travaille. Ils se sont rencontrés au bureau, ont parlé 20 minutes. Mon lecteur sur lèvres n'a pas tout capté. Mais elle a attrapé Hendricks arrêté et exposition. Ils sont inquiets? Plus qu'inquiets. Wilkins a quitté le garage et est allé directement au bureau de son avocat. Il est resté 3 heures. On dirait qu'il se prépare à l'arrivée. Bien, laisse-le transpirer. Mais Austin n'était pas content de laisser Wilkins juste transpirer. Si l'homme avait aidé à assassiner Nathalie, il méritait plus que des ennuis légaux. Il méritait de comprendre ce que ça faisait de tout perdre. Austin appela un ancien contact de ses jours militaires, un homme qui travaillait dans l'intelligence corporative. « J'ai besoin d'une faveur, » dit Austin. « Davon Wilkins. J'ai besoin de tout sur ses affaires commerciales. Particulièrement tout ce qui pourrait être discutable. À quel point discutable? Assez pour le détruire? Donne-moi une semaine. » Austin avait du temps. Douglas était enfermé, Charlie était en sécurité avec Roman. Et la machine légale avançait. Il pouvait se permettre d'être patient, mais la patience avait des limites. Et Davon Wilkins était sur le point de découvrir que protéger un meurtrier venait avec des conséquences. Une semaine plus tard, le contact en intelligence corporative livra. Le dossier sur Davon Wilkins était accablant. Au cours de la dernière décennie, Wilkins avait été impliqué dans de multiples deals douteux, corrompant des officiels municipaux pour sécuriser des changements de zonage, falsifiant des rapports d'inspection, et plus intéressant, s'associant avec une firme de développement aux liens soupçonnés avec le crime organisé, mais l'or réel était récent. Wilkins avait détourné de l'argent de son partenariat avec Douglas, écumant des comptes joints vers des avoirs offshore. Il avait planifié sa propre stratégie de sortie, anticipant probablement que les schémas de Douglas s'effondreraient éventuellement. Austin fit des copies de tout et les livra à la main à 2 endroits, le bureau du détective Sharp et le département d'investigation journalistique du Hartford Courant. 3 jours plus tard, l'histoire éclata. Le titre du courant disait «
le partenaire de Hendricks impliqué dans un schéma de fraude, l'article détaillait l'escroquerie de Wilkins, ses connexions au crime organisé et soulevait des questions sur son implication potentielle dans l'intimidation de locataires et possiblement pire. Wilkins fut arrêté cet après-midi-là. Austin regarda la couverture médiatique depuis son salon, une satisfaction froide s'installant dans sa poitrine. 2 à terre. Barry Vaughan, le mécanicien, fut cueilli le même jour pour interrogatoire sur la voiture de Nathalie, sous pression. Il admit avoir été payé pour saboter les conduites de frein. Il prétendit penser que c'était juste pour effrayer quelqu'un, pas pour tuer, mais le procureur n'achetait pas. Il fut accusé comme complice de meurtre. Jonathan Bullock, voyant les murs se refermer, prit l'accord offert par Whittaker. Il témoignerait pleinement contre Douglas et Wilkins en échange d'un plaidoyer de culpabilité pour obstruction à la justice et une sentence suspendue. La nouvelle frappa Austin durement. Bullock ne ferait pas de prison. Il appela Whittaker. C'est la justice. Il a aidé à assassiner ma femme et s'en sort libre. Il ne pratiquera plus jamais le droit. Sa réputation est détruite. Et sans son témoignage, Hendricks pourrait battre la charge de meurtre. La voix de Whittaker était ferme mais sympathique. Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez. Mais parfois le système requiert des compromis. Austin raccrocha, la rage brûlant dans sa gorge. Mais il la contint. Se concentra. La liberté de Bullock était une pilule amère, mais si ça mettait Douglas à l'ombre pour la vie, ça valait le coup. Le procès commença 6 semaines plus tard. Austin assista chaque jour, s'asseyant au premier rang où Douglas pouvait le voir. Charlie était rentré, voyant un thérapeute pour travailler sur le trauma, revenant lentement à la normale. Roman resta au Connecticut, fournissant une sécurité supplémentaire et du soutien. Le témoignage de Bullock fut dévastateur. Sur 3 jours, il exposa tout. Comment Douglas avait découvert l'enquête de Nathalie. Comment il avait paniqué et décidé qu'elle devait être réduite au silence. Comment Wilkins avait arrangé le coup via Vaughan. Bullock détailla la planification, les réunions, les conversations codées. Il fallait que ça ressemble à un accident. Témoigna Bullock, cause naturelle ou un crash, quelque chose qui ne soulèverait pas de soupçons. L'avocat de Douglas essaya de peindre Bullock comme un menteur se sauvant lui-même. Mais les preuves soutenaient chaque affirmation. Les dossiers financiers, les emails, les déclarations de témoins de Garrison et Powers sur le coup contre Austin et Charlie. Le témoignage le plus puissant vint de Catherine Hendricks. Prenant la barre, pâle et tremblante, elle décrivit le comportement de son mari dans les semaines avant la mort de Nathalie. Il était en colère tout le temps, dit-elle. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il ne me disait pas. Le jour après la mort de Nathalie, je l'ai trouvé dans son bureau. Il ne pleurait pas, il était soulagé. Je ne comprenais pas alors, mais maintenant, sa voix se brisa. Il a tué notre fille pour de l'argent et du pouvoir. Le jury délibéra 6 heures. Quand ils revinrent, leur verdict fut unanime sur tous les chefs. Coupable de complot en vue de meurtre, coupable de tentative de meurtre, coupable de blanchiment d'argent, coupable de fraude. Douglas ne montra aucune émotion tandis que les verdicts étaient lus, mais Austin vit ses mains trembler sur la table de la défense. La sentence vint 2 semaines plus tard. Le juge, la même femme sévère de l'audience de caution, ne montra aucune pitié. « Monsieur Hendricks, vous avez abusé de votre position, trahi votre famille et assassiné votre propre fille pour protéger votre empire criminel. Vous avez ensuite tenté d'assassiner votre petit-fils, un enfant innocent. La loi prévoit la perpétuité dans des cas de cette gravité et je ne vois aucune raison de dévier de cela. Vous êtes condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour le chef de complot en vue de meurtre. Avec des sentences consécutives supplémentaires totalisant 40 ans pour les chefs restants, Douglas réagit enfin, son visage s'effondrant. « Non, non, vous ne pouvez pas. » Les gardes emmenèrent le prisonnier, tandis qu'on le tirait. Douglas regarda Austin une dernière fois. Austin soutint son regard sans fléchir. C'était la justice. Pas complète, pas parfaite, mais réelle. Devon Wilkins et Barry Vaughan reçurent leur propre procès et sentence dans les mois suivants. Wilkins écopa de 25 ans pour son rôle dans le meurtre de Nathalie et son escroquerie. Vaughan, qui avait pris un accord de plaidoyer et témoigné contre Douglas et Wilkins, reçut 15 ans. Jonathan Bullock quitta le Connecticut, radié et déshonoré. Austin entendit qu'il avait déménagé en Floride, travaillant comme assistant juridique sous un nom différent. Ce n'était pas assez, mais c'était quelque chose. 6 mois après la sentence de Douglas, Austin se tenait dans sa cour arrière, regardant Charlie jouer avec un ballon de soccer. Le garçon riait, le son clair et lumineux. Les cauchemars avaient presque arrêté, la peur avait pâli.
Roman s'assit sur la terrasse à côté d'Austin, bière en main. « Le gamin va bien ? Il va bien ?» Austin but une gorgée de sa propre bière. « Mieux que je ne m'y attendais, les gamins sont résilients, surtout quand ils ont un bon père. » Austin pensa à Nathalie, souhaita qu'elle puisse voir leur fils maintenant. « Je vends la maison ?» Roman leva un sourcil. « Nouveau départ. Quelque chose comme ça ? Trop de mauvais souvenirs ici. Je me dis qu'on déménage au nord. Peut-être le New Hampshire ? Charlie pourrait utiliser de l'espace. Des bois à explorer. On serait voisins alors. J'aimerais ça. » Catherine Hendricks avait tendu la main un mois plus tôt, demandant si elle pouvait voir Charlie. Après en avoir discuté avec son thérapeute, Austin avait accepté des visites supervisées. Catherine était brisée par ce que Douglas avait fait, mais elle était toujours la grand-mère de Charlie. Elle méritait une chance de connaître son petit-fils. Et Charlie méritait d'avoir de la famille. La première visite avait été maladroite, douloureuse, mais Catherine avait apporté des photos de Nathalie enfant, partagé des histoires que Charlie n'avait jamais entendues. À la fin, ils pleuraient tous les deux, mais c'étaient des larmes guérissantes. Le téléphone d'Austin vibra, un texto du détective Sharp. « Pensez que tu voudrais savoir, Hendricks a été attaqué en prison hier, un détenu l'a poignardé à la cafétéria, il survivra, mais il est à l'infirmerie. » Austin lut le message 2 fois, ne ressentit rien, pas de satisfaction, pas de colère, juste une reconnaissance distante que même en prison, Douglas s'était fait des ennemis. Il rangea le téléphone et appela Charlie. « Et mon grand, tu veux taper dans le ballon ?» Le visage de Charlie s'illumina. « Ouais. » Tandis qu'il jouait dans la lumière déclinante du soleil, Austin ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix, les cauchemars venaient encore parfois, des flashs de l'invasion de domicile, de l'enterrement de Nathalie, du moment où il avait réalisé que son beau-père avait assassiné sa femme, mais il s'estompait. La justice avait été rendue. Son fils était en sécurité. Ils avaient un avenir. Cette nuit-là, après que Charlie fut endormi, Austin sortit la boîte des affaires de Nathalie une dernière fois, son ordinateur, ses dossiers, son enquête sur son père. Il avait tout gardé comme preuve. Mais maintenant, le procès était fini. Les appels épuisés, il n'en avait plus besoin. Il sauvegarda les fichiers sur un disque encrypté, le verrouilla dans un coffre-fort, puis il effaça tout de l'ordinateur, le nettoya, certains vêtements et objets personnels de Nathalie, il les emballa pour que Charlie les ait quand il serait plus vieux. Le reste, il le donnerait au fond de la boîte. Il trouva une lettre, son nom dans l'écriture de Nathalie, sa main trembla en l'ouvrant. « Austin, si tu lis ceci, quelque chose m'est arrivé, je ne sais pas quoi... Mais je sais que c'est lié à ce que j'ai découvert sur mon père. Je suis désolé de ne pas t'avoir tout dit. Je voulais vous protéger, toi et Charlie. De ça, mon père est un homme dangereux. Plus que je ne l'ai jamais su, il a blessé des gens. Austin, peut-être même tué. Je dois l'exposer, mais j'ai peur. Si quelque chose arrive, sache que je t'aime plus que tout. Toi et Charlie êtes mon monde entier. Prends soin de notre fils. Garde-le en sécurité. Ne laisse pas mon père s'approcher de lui. Et ne te blâme pas. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas ta faute, c'est la sienne. Je t'aime pour toujours. Nathalie. » Austin s'assit dans le silence de sa chambre, des larmes coulant sur son visage, la lettre serrée dans ses mains. Elle avait su le risque et l'avait pris quand même. Essayant de protéger les autres des crimes de son père, « Je l'ai eu, » murmura Austin à la pièce vide. « Il ne fera plus de mal à personne. Tu peux reposer maintenant ?» Il plia la lettre soigneusement, la plaça dans son portefeuille où il pouvait la porter avec lui, un rappel de ce pourquoi il s'était battu, de ce qu'il avait protégé. Le lendemain matin, Charlie descendit pour le petit déjeuner et trouva Austin faisant des crêpes. « Papa, » dit Charlie, « tu vas bien ? Tes yeux sont rouges ? » « Oui, mon grand, je vais bien, juste que maman me manque. » Charlie grimpa sur un tabouret à l'îlot de cuisine. « Elle me manque aussi, mais j'ai rêvé d'elle la nuit dernière. Elle a dit qu'elle était fière de nous. » La gorge d'Austin se serra. « Ouais, elle a dit qu'on allait s'en sortir. Elle a dit que tu es le meilleur papa du monde et que je devrais t'écouter. » Charlie sourit. « Sauf pour manger des légumes. Elle n'a rien dit là-dessus ?» Austin rit, le son brisant le poids dans sa poitrine. « Bien essayé ? Tu manges quand même ton brocoli ?» Tandis qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Charlie babillant sur son prochain match de soccer et une sortie scolaire que sa classe faisait, Austin sentit le dernier morceau d'obscurité partir. Il s'en sortirait. Plus que s'en sortir, Douglas Hendricks était enfermé pour toujours. Ses complices payaient pour leurs crimes. Charlie guérissait, devenant plus fort chaque jour, et Austin Lamb, ancien opérateur de Force Recon des Marines, avait fait ce qu'il s'était fixé,
Protéger son fils et obtenir justice pour sa femme? Parfois, c'est tout ce qu'un père peut faire, et parfois, c'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. So Also- just click enter story mode? Yes. All I have to say is I am the middle button. Do not take my button or we will have to pass. Okay. Middle button, okay. Zone 1, right? Yes. I haven't seen the intro in years. I forgot this existed. There's the GIF. Yeah. And he goes, ha ha ha. This pointy stick. Good luck with your quest. Woo, pointy stick. Let's go. Dude, look at this squad. Oh, look, you got the little sticks. I forgot I got the nunchuck last year finally. Yeah. This looks so goofy. Let's go. Okay, that we'll find her. Okay. Alright, Okay. alright. We are going this way. Stick. Stick. Okay, so your heart, right? It's not like health in total, it's just hits. Yeah, one hit is like half heart. I got a key. Using this? We don't have enough keys. We need all 4 people to have. Oh, okay. We're gonna go in here. Okay. Can I smack with the key? Yes. Oh, Okay. let's go. Oh, I hit my head. Oh, technique, technique. Oh! You guys gotta go from the water spout to here. Oh, you can make that? Oh, okay. Oh, thanks. Oh, I thought you had to- How did you do that? You're gonna just normal jump. I like to dodge jump it. And then we leave. Let's go. Oh, okay. So Dude, So you jump and dodge goofy. roll at the same time and it causes you to boost forward faster? Yeah. You jump farther than you would normally. There's a key over here. There's someone I have needs a it. key. Oh, okay, okay. How many keys do we have? Up Dude. here, my dude. I should not have eaten that food. 3 keys? I'm Up guessing it's there. there or something? This is so good. What's up, dude? Yoink. Oh, man. And then we leave. Oh, man. How do you get them? Oh, my face. Oh, you don't take fall damage? No. Oh, let's go. If you fall far enough, though, you do like fall down. Okay. Get that snake. Bop. Bob move, Bob move. Oh. What? What's going on over here? There's a thingy with a thingy. It's really cool. Oh, it's just for a So is bubble it in here? dodge and then jump, Mm-hmm. jump and then dodge, or is it both at the same time? The same time. time. And it's insane timing, too. I've done it like 4 times, but I can't replicate it now. Midge, do you have the thing up for the dig spots? Yeah, but I remember them. Oh, okay. Go! Go! Look, ow. Oh, I got smacked. Got beamed. Hey, key. Dude. Uh oh.
Do all three of you have keys? I Yeah. have a There's a key. key down There's a there. key down here too. Get him! Monkey. Oh god. These guys, goopers. Let's go. Right? Let's go. I forgot to get my bubble. Okay, I did. I get can hear hit. the butter I'm behind down by me. One. Is there any way to heal that? Nope. Sure. You either buy potions to heal it or you die. No, you can pick up food and stuff. Well, yeah. Okay. That's what that food There's was food for. at the store. You will find more food, I promise. The enemies can I'm gonna drop go food. back again. Yeah, that's so far back. Come up here. Okay, hold on. Bonk. If you die, you just respawn at the last checkpoint. So everyone has a key, yes? Yeah. I've got a key. It's key time. We're gonna do 3, 2, 1, go and hit. Somebody did it, so I hit it. So we're gonna hit go 3, 2, 1, and then hit number 2. 3, 2, 1, go. Let's go. Here we go. That worked. And then we come this way. Wait, I got to keep my key. Oh, maybe Sweet. it only needs to be 3 for 4 people. Do you guys have shovels? Just a stick. No. I have shovel. Just a stick. I don't know if they have to dig it up. Did you guys have a chest open up for you? No. Okay, then you can't get the dig spots yet until you get And I unlock the shovel. Oh, oh, I bet. sad. Love What's the in the shop? Let's go see the shop. holy Anything cool? baubles. Yum, 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 yum. Nothing, but you can Hey, break. no, Well, not bubble. we'll wait. Ah, music to my ears. There's a bee. Is that your bee? What is your bee? Yeah, it's maybe. Oh, I don't have 100 bubbles. Not anymore. This looks so good, dude. I love it. And then we come in car. Okay. Oh, Dad, don't break stuff yet. Oh, I'm so sorry. It's all gone. Yeah, they disappear. The baubles will disappear after a second. Give me this pot. No way. Ugh. This right here, this red potion, is health potion. Oh, okay. I They do do. recommend I bought a buying one some. of a bunch of health potions. Got Can one. we open the chest at the start? We don't have 3 keys. Also, it's not worth it to go back. Okay. There's 3 keys, like right here. Hey, green bubble. Look. Oh. Remember? Oh, I can't get that one. He's actually playing a tune. Yeah, on trib mode, if you stand on them too long, they kill you. Oh, let's go. Sounds good. What's in this cave right here? You should go in there, those baubles. Okay. Oh. That's so many baubles. Mm-hmm. Mm-hmm. Do you remember that one game on like DS called like Bubble Bobble? No. It's like an old Yes. arcade game. Yes, I do. And do you want to know why? On the blue button tab. Mess you up. Oh, do it again. Why do you have to sit on the blue button? No. No, I can't remember the name of it. It was a Why song. Bubble Bobble? Dude, I got a chicken.
Oh, did that Chicken? heal me? How- Let's go. Chicken. Chicken. Oh, that was not active. Let's go. I never get bumped up and it pisses me off. We're going this way. Which way? Oh, this way.